non, mais ça, le monde est bien, c'est sérieux. C'est sérieux. Non, non, non. Monsieur le Président, les États-Unis. Monsieur le Président, je demande la parole. Finissez la question. Voulez-vous finir la question? Voulez-vous finir la question? Allô? Écoutez, qu'il finisse la question. Non, Monsieur le Président, je n'ai aucune question à vous poser. Alors qu'il nous dise clairement ce qu'il veut, parce que je crois avoir suffisamment parlé. Oui, Monsieur le Président, je veux tout jusqu'avant l'élection. Goncéphale nous parle parce que tout va mal. Il est l'heure pour nous d'écouter la déclaration du Père à la Nation. Je vous remercie. Soyez patient. J'aurais beaucoup à dire. Il ne faut pas croire que je dois prendre la parole avec mes seuls sentiments. Je vous ai dit au début, nous sommes à la tête d'un petit pays, certes, mais un pays rassemblé. C'est 60 tribus dans le cadre de notre mouvement, qui est le ciment de cette unité. Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension. Des activités sportives à la place Jean-Paul II et que maintenant nous sommes ici présents pour cette conférence qui sera dite par le docteur Ya Raphaël en notre compagnie. La conférence porte sur paix et réconciliation nationale. Mais avant cela, je voudrais laisser la parole au secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix pour son mot introductif. Monsieur le secrétaire général. Sénateur Cyril Binguesson, Monsieur le maire Yawa, pendant représentant Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Madame Sita Koulibaly, présidente de l'UFPDCI urbaine, Père Alatin, directeur de la basilique Notre-Dame de la Paix, Monsieur le pasteur, représentant la coordination des pasteurs de Yamoussoukro. Je crois qu'il y a le professeur Guigué Madi qui arrive, c'est ça? Bon, on va nous prendre en cours, merci bien. Monsieur le député, venez. Honorables invités, mesdames, messieurs, comme le maître de cérémonie vous l'a dit, nous sommes dans l'année Félix Houphouët-Boigny, que la Fondation a décrété 2018, année Félix Houphouët-Boigny, pour commémorer les 25 ans de la disparition du père de la nation ivoirienne. Nous avons commencé les activités au mois de janvier 2018. Nous tirons vers la fin. Nous avons encore des activités ce mois de novembre, dont la conférence sur paix et réconciliation nationale qui sera prononcée par le docteur Yakomena Raphaël. À la fin du mois, nous aurons une cérémonie de dédicace, d'abord à Abidjan. À l'occasion de l'année Houphouët-Boigny, nous avons publié 6 ouvrages sur Félix Houphouët-Boigny. Un ouvrage pour enfants, une bande dessinée, un hommage public à Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons publié aussi la conférence que M. Michel Kandessu, directeur général du FMI, a prononcée lors de son séjour ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons réédité les tomes épuisés des discours et messages de Félix Houphouët-Boigny. Ça, ce sont les activités du mois de novembre. Et le mois de décembre, ça sera le dernier mois de l'année Houphouët. Il y aura également de grandes activités en coordination avec la direction du PDCI-RDA, notamment le 6 et le 7 décembre. Le 7 décembre, vous savez, c'est la date anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny. Il y aura une grande messe d'action de grâce à la basilique Notre-Dame de la Paix. Et il y aura d'autres activités le 6 et le 7. Et puis, j'avais prévu un concert de la paix pour rendre l'hommage de la jeunesse à Félix Houphouët-Boigny. Ça sera peut-être la seule fausse note, étant donné le coût de cette activité-là. J'ai demandé des sponsoring et tous ceux que j'ai sollicités n'ont pas répondu positivement. Donc, ça sera peut-être la seule activité que nous n'aurons pas. Pour ce soir, notre conférencier du jour, c'est le Dr Yakomena Raphaël, que je demande d'applaudir, qui se présente ici. Le Dr Yakomena est un homme d'expérience, un enseignant-chercheur confirmé. Il est à la chaire
UNESCO pour la culture de la paix de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est également criminologue, il est également membre du système d'alerte précoce pour les élections en Afrique et en Côte d'Ivoire. Il a aussi travaillé comme conseiller à la primature sous le Premier ministre d'alors, Daniel Kablan-Duncan, et sous le Premier ministre Ahoussou Jallow. Donc c'est quelqu'un qui est informé de la question que nous lui avons demandé de traiter pour cet après-midi. Je voudrais, à votre nom à tous, le remercier infiniment d'avoir accepté de faire cette conférence dans le cadre de l'année Félix Houphouët-Boigny. La session est présidée par le sénateur Serudi Bressan qui sera le modérateur pour pouvoir diriger nos débats après la conférence du docteur Yacomet Raphaël. Je ne voudrais pas être plus long. Je voudrais une fois de plus qu'on applaudisse les élèves et étudiants de Yamoussoukro. Toujours répondu présent à nos invitations. Je voudrais qu'on applaudisse également les militants du PDCI-RDA, également présents à cette salle. Les militants et les militantes des autres partis ivoiriens qui ont accepté également de venir ce soir. Parce que la paix et la réconciliation nationale, ça concerne tous les Ivoiriens. Et la Fondation, comme le président Houphouët-Boigny l'a toujours voulu, c'est un centre international qui est ouvert à toutes les personnes de bonne volonté. Mesdames et messieurs, merci de nous consacrer votre après-midi et bonne écoute de notre conférencier. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les membres de la presse écrite, télévision, radio et autres, mesdames et messieurs, distingués invités. Monsieur le secrétaire général de la Fondation, on avait pensé qu'on avait trop vu. Or, ce n'était que le début du commencement. Parce que 2 ans après avoir mis en place le nouveau régime civil, 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État qui va se muer en rébellion armée et diviser le pays en deux. Ainsi, on aura des Ivoiriens du Nord commandés par un régime rebelle et les Ivoiriens du Sud commandés par un régime légal élu. La paix a foutu le camp. On a fait appel cette fois-ci. La Côte d'Ivoire, où vous venez chercher la paix, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sont promenés de partout dans le monde pour chercher la paix. Nous commençons par le Togo, par la France, le Ghana, l'Afrique du Sud. Et Dieu merci, c'est chez nos voisins d'à côté, au Burkina, que nous avons trouvé le consensus qu'il nous fallait pour pouvoir organiser des élections en 2010. Ces élections qui se présentaient comme un espoir pour nous qui venions donc de terminer nos études. Nous avons donc eu cet espoir que, après ces élections, notre pays va enfin retrouver la paix. Après le second tour, en décembre, bruit de boxe, résultat, crise post-électorale, 3000 morts, selon les chiffres officiels. Mesdames et messieurs, chers étudiants, nous voyons tous ici ce tableau, ce nouveau tableau qui présente l'image de cette nouvelle Côte d'Ivoire, de cette Côte d'Ivoire post-Houphouët-Boigny. Une Côte d'Ivoire défigurée, où les Ivoiriens ne se parlent plus. Alors, que devons-nous faire face à cette réalité? Ce qui est certain, c'est que la Côte d'Ivoire est en crise. Il faut donc automatiquement
ouvrir les canaux de réconciliation. Il faut donc se réconcilier. Mais avant de parler de réconciliation, mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adonner, d'essayer ensemble avec vous à un jeu de définition. Parce que souvent, nous parlons de beaucoup de choses sans savoir exactement le contenu des concepts que nous utilisons. Et le premier concept que je voulais, avec votre permission, définir, c'est le concept de la paix. On dit, on veut la paix. On veut la paix. Mais c'est quoi la paix? C'est quoi la paix? Le bâtisseur de ce temple où nous nous trouvons aujourd'hui, ce que j'appelle le temple d'amour, nous a laissé un message sous forme d'exigence. Disait Frédéric Comayor, le 5 décembre 1997, le jour de la remise officielle de la clé de cette fondation à l'UNESCO. Il disait donc, il faut qu'on nous a laissé un message sous forme d'exigence. C'est la paix. La paix, c'est une exigence pour le vivre ensemble. C'est quoi la paix? Lorsque j'étais en train de préparer ma thèse qui portait sur la gestion des conflits fonciers ruraux pour la gestion de la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, je me suis adonné à cet exercice. Et j'ai fouillé un peu partout. En espagnol, en allemand, en anglais, en français. C'est quoi la paix? Et au finish, je me suis rendu compte qu'il faut que nous avions donné la définition. Qu'il ne fallait plus aller chercher ailleurs. La paix, c'est un comportement. Tout simplement. C'est un comportement parce que dans le comportement humain, il y a deux cas de figure dans le comportement humain. Où on est docile, où on est violent. Et donc, en les cherchant, en creusant dans la paix des comportements, nous sommes rendus compte qu'on peut donner deux définitions à la paix. Une définition négative et une définition positive. La définition négative de la paix est celle sur laquelle je suis d'accord avec Joan Gatto, qui définit donc la paix comme étant l'absence de violence collective organisée, donc l'absence de guerre. Une vision partagée par plusieurs institutions d'organes de paix qui pensent que la paix négative est tout paix définie par ce qui n'est pas, c'est-à-dire par l'absence de guerre, l'absence de conflit armé, l'absence de violence. On dit on est en paix. Cette approche de la paix construite sur la négation de la guerre n'est pas motivante pour construire sur le long terme. En effet, définie comme la paix comme l'absence de guerre suggère une complicité entre ces deux concepts, paix et guerre. C'est-à-dire, pour que la paix soit, il faut que la guerre s'incline. Pour que la guerre soit, il faut que la paix s'incline. Donc les deux doivent s'entendre pour pouvoir vivre. Pour être en paix, il faut se mobiliser, il faut être prêt à faire la guerre. C'est d'ailleurs autour de cette définition de la paix négative, donc l'absence de guerre, qu'est née l'adage latin, pour ça, je me permets de le dire devant vous, civis pacem para bellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. Autour de ce concept donc de civis pacem para bellum, on a bâti de grandes armées, des puissantes machines de guerre. Je prends souvent cet exemple pour nos parents qui sont chasseurs. Parce que quand on vient à Yamoussoukro, on aime bien manger la boutique. Le fusil comme de la boutique, c'est une seule balle qu'on met là-dedans. Après avoir tiré, on a oublié de recharger. Tout au plus, de paquets de machines de guerre qui peuvent tirer pendant des mois et les balles ne finissent pas. On a fabriqué des machines pour tuer. Est-ce ça la paix? Vision curieuse. Il y a une raison à son temps. Parce qu'on était encore à l'époque
de la conquête des territoires, où le roi d'Angleterre, le roi de France, le roi d'Espagne, le roi du Portugal étaient en guerre pour conquérir des terres. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, peut-on encore conquérir des terres sur cette planète où les frontières sont déjà tracées? La Côte d'Ivoire peut-elle annexer le Burkina Faso pour prolonger son territoire jusqu'au désert? La Côte d'Ivoire a-t-elle le droit, dans cette Conseil des Nations, d'annexer le Libéria pour prolonger sa frontière jusqu'à Sierra Leone? Ma question reste posée. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse pour partager avec vous. Que dire de la situation de la Côte d'Ivoire à partir de cette définition? Si telle était la paix et l'absence de guerre, l'absence de violence, pourquoi cherchons-nous à nous réconcilier? C'est de la paix lorsqu'on a signé les accords de Budas la justice. Parce qu'elle avait imposé la paix. À partir d'aujourd'hui, la guerre était terminée, les âmes s'étaient tuées. On serait en paix, on ne serait pas en train de chercher à nous réconcilier. Mesdames et messieurs, cette vision négative de la paix a certainement été importante à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Mais, vous conviendrez avec moi que si l'absence de guerre est la paix, alors ce n'est plus la peine de parler de réconciliation. Et comme nous sommes conscients, nous, hommes de paix, comme les Nations Unies, savent que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, mais c'est autre chose. Alors, dans sa charte, le préambule de la charte des Nations Unies, dans ce chapitre premier, va montrer un peu le chemin qu'il faut prendre pour pouvoir être dans une paix, dans ce qu'on appelle dans notre milieu la paix positive. Ici, la charte donc, des Nations Unies va nous dire, va traduire donc le désir de l'humanité, va traduire la paix comme étant le désir de l'humanité d'instaurer un monde harmonieux, dont les contours sont déterminés et les contours de ce monde harmonieux est déterminé par l'article 5 de la Charte des Nations Unies, qui crée toutes les conditions, créer les conditions de stabilité et de bien-être des populations. Pacifier les rapports, les relations entre les hommes. C'est de cette perception du monde que l'on tire la véritable définition de la paix positive. En effet, la paix positive est toute paix définie par elle-même. Il faut définir la paix par elle-même en disant que c'est un comportement. Celle débattue sans bataille et érigée en victoire définitive de l'idée sur le sable. Et là, c'est Émile de Girardin qui va nous dire cela. Instaurer une paix positive, c'est combattre sans combattre. Et un livre que je voulais conseiller aux étudiants ici présents, essayez de lire ce plus vieux, l'un des plus vieux livres qui existe sur la terre, qui a été écrit 5000 ans avant Jésus-Christ par un Chinois, Sun Tzu, qui a écrit l'art de la guerre. Il dit la meilleure manière de gagner la guerre, c'est de ne pas combattre. La meilleure manière de gagner la guerre, c'est de ne pas combattre. La stratégie doit être autour de la paix imposée, de la paix obtenue à partir du terrain. Dans sa formulation la plus simple, c'est la paix, c'est la présence de l'harmonie. Si l'on se réfère à l'étymologie latine du concept de paix, pax, paxi, qui
qui vient de Pandjere, qui signifie fixer, planter, établir solidement, s'engager à promettre, conclure un pacte. La paix désigne une situation où un état de coexistence dans l'entente et la concorde entre les individus, entre les États qui s'acceptent dans leurs différences. C'est ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire ici. À un moment donné, dans l'histoire de ce pays, il n'y avait pas d'Ivoirien du Nord, d'Ivoirien du Sud. Quand le petit Baoulé obtient son entrée en 6e à Yamoussoukro, il est affecté au lycée moderne de Tengrela. Et un matin d'octobre, dans la mer, son père se promène à Tengrela avec lui, à la recherche des tuteurs. Et la première porte qu'il tape, le premier monsieur qu'il croise accepte d'héberger ce petit Baoulé de Yamoussoukro. Parce que lui, le monsieur de Tengrela, c'était lui aussi son fils qui vient d'avoir l'entrée en 6e, qui vient d'être affecté à Bangourou. Il ira avec ce dernier pour aller chercher un tuteur à Bangourou. Je vous demande d'accueillir. Avec la taille difficile, mais au fur et à mesure que les mêmes passent, mais ce qui me réjouit, c'est qu'elle est aisée. Parce que chez nous, c'est le père qui ne se trompe pas. Et donc, comme je suis le fils, si je me trompe, le père est autour de moi. Alors je peux parler. Si vient d'être affecté à Bangourou, lui aussi il est à Bangourou pour aller chercher le tuteur de son fils. Quand il arrive à Bangourou, c'est une amie identique. La première possession qu'il tape, on accepte d'héberger son fils. C'est comme ça que nos aînés, nos papas sont là, et pour le dire, le petit Pété a fait ses études à Dengokro, le petit Baoulé a fait ses études à Saint-Pedro, le petit Sénoufou a fait ses études à Bangourou, et ainsi de suite. Et les Ivoiriens vivaient dans ce compromis social qui est la paix. Et on ne faisait pas de distinction. Vous verrez, si vous demandez à vos parents, pour les plus jeunes qui sont ici, ils vont parler de cette Côte d'Ivoire où il n'y avait pas de différence. Où, aller sur le marché, quand vous n'avez pas l'argent pour payer, vous pouvez dire à la commerçante, je viens de me payer. Et elle pourra y en La paix positive repose sur des valeurs comme la justice, les droits humains, la démocratie, le développement, la non-violence, la résolution des conflits par la voie pacifique. Parce que, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse, soyez rassurés d'une chose, on ne mettra jamais fin au conflit. Parce que le conflit est pour la société ce que la maladie est pour le corps. Le jour où il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de société. Le jour où vous ne trouvez plus malade, c'est que vous êtes mort. Donc, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin pour se soigner. Quand la société est en conflit, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on parle et on trouve une solution. C'est ce que nous enseigne la paix positive. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on avait compris cela. Et il nous avait dit, la paix, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Oui, la paix positive, c'est notre comportement de tous les jours. C'est notre manière de voir l'autre. C'est notre manière d'accepter l'autre avec sa religion, avec son ethnie, avec sa pensée. C'est notre capacité à prendre conscience que nous ne sommes pas identiques. Même si nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas identifiés par notre éducation. Nous ne sommes pas identifiés par notre culture. Ce qui n'est pas accepté chez toi est accepté chez moi. Et donc si je veux vivre avec toi, je dois accepter que toi aussi tu sois différent de moi. La paix doit se vivre. C'est pourquoi je conviens avec Google que la paix, c'est notre manière de voir l'autre, de l'accepter. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la paix, c'est différent de l'absence de guerre.
nous avons donc défini les deux types de paix, la paix positive et la paix négative, on n'aura en principe plus besoin de continuer cette conférence. Parce que vous pouvez déjà deviner aisément si la Côte d'Ivoire est en paix ou si la Côte d'Ivoire n'est pas dans la paix. Cependant, comme c'est une obligation, permettez-nous de continuer cette conférence. En vous demandant de prendre conscience avec nous ensemble que toutes les communautés humaines forment leur rapport présent à partir de l'interprétation de leur passé. Cette tâche, donc de retourner dans son passé, est d'autant plus complexe que surtout lorsque ce passé est émaillé de violence, d'injustice, d'intolérance et de tous les maux qui dégradent et défigurent la dignité humaine. Pour éviter donc de sombrer dans ce chaos, les communautés humaines ont développé des mécanismes internes afin de retrouver la paix. Ce processus peut prendre plusieurs dénominations en fonction de l'époque de l'humanité. Mais dans ce dernier siècle, on parle de réconciliation. Et si nous regardons bien, tout autour de nous, on ne parle que de réconciliation. Au Burkina, au Mali, en Guinée, au Libéria, partout, on parle de réconciliation. Mais tiens, qu'avons-nous fait? Et laisser ce qui nous permet de vivre pour chercher à nous réconcilier. Qu'avons-nous fait pour oublier les leçons du Père fondateur pour nous retrouver en train de chercher à nous réconcilier? La réconciliation, c'est donc un travail de mémoire. Il faut se souvenir de ce qu'on a eu à faire. Un travail de mémoire, dialogue, créatif et libératrice, qui cherche à reconstituer les expériences de violence et permettre à ceux qui ont vécu ces violences, s'ils acceptent bien sûr de le faire, de se vider de ce qui provoque en eux cette souffrance. De cette expérience que j'appellerais du désastre humain, pour emprunter ce mot à Nelson Mandela, est-ce que les Ivoiriens ont vécu cette expérience de vérité après qu'on se soit battu? Parce que n'oublions pas la crise post-électorale de 2010. Allons plus loin. Boycott actif, coup d'État, rébellion armée, avant d'arriver à la crise post-électorale. Est-ce qu'après ça, les Ivoiriens se sont parlés? Est-ce que ceux qui pensent, ces Ivoiriens qui pensent qu'ils ont été victimes, est-ce qu'on leur a donné l'occasion de parler? Ces Ivoiriens qui pensent qu'ils avaient raison, est-ce qu'on leur a donné l'occasion de parler? Parce que les deux camps doivent se parler, doivent se souvenir. Et c'est à la fin de cet exercice de vérité qu'on pourra espérer voir les Ivoiriens se réconcilier. Parce que la paix ne s'impose pas. Je voulais repartir un peu dans notre tradition. J'ai discuté un jour avec une de mes belles sœurs qui est Moussi, qui me disait que elle s'est rendue compte dans sa vie avec mon frère que les Baoué, excusez-moi de prendre le cas spécifique parce que j'en suis pas, donc je peux me permettre de les insulter sans que quelqu'un me dise que j'ai porté atteinte à sa communauté. Donc, elle m'a dit, vous les Baoué, excusez-moi, j'ai bête, mesdames, vous êtes bêtes. Et j'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, c'est seulement en Côte d'Ivoire que j'ai vu qu'on peut être occupé et puis pardonner. Parce que chez nous aussi, quand un tel acte est posé, il y a un seul vivant. Vous voyez? Or, chez les Baoué, on ne divorce pas à cause de ça. On s'assoit au village, on règle le problème. Et pour montrer
le côté cynique de la chose. Celui qui a cherché votre femme, il s'assoit sur votre pied pour boire du whisky. L'expression de la valeur de la société sur l'individu. La primauté de la société sur l'individu. Parce que nous passons. Nous passons. Tous ici, nous avons passé. Mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Donc la Côte d'Ivoire doit être la priorité. Et non pas notre moi intérieur personnel, notre ego qui fait que souvent nous tapons la porte et nous disons moi, je ne permettrai jamais cela. Qui êtes-vous? On se poserait la question, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent faire pour se réconcilier? Oui, il y a des actes qui ont été posés. On a tenté de le faire. Je vous pose la question tout à l'heure. Est-ce qu'on s'est parlé? Oui, il y a des situations. On a pensé que c'était la constitution, la première république qui était le problème. On a créé une deuxième. On a même une troisième maintenant. On a eu ce qu'on appelait en 2001 le Forum pour la réconciliation nationale, où on a invité certains acteurs de la société politique qui sont venus chacun exprimer leurs sentiments personnels. En 2002, après donc la crise, on a formé, avant la crise, on a formé le gouvernement d'union nationale. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'INAS Rapussis. Il y a eu même la création des ministères en charge de la réconciliation sous le président Gbagbo. Il y a eu une loi d'amnistie. Il y a eu la création de la commission dialogue, vérité et réconciliation. Il y a eu un ministère d'État en charge du dialogue politique. Il existe aujourd'hui un ministère en charge de l'indemnisation des victimes. On vient même de prendre un décret d'amnistie, comme si la Constitution autorisait un décret d'amnistie. La Constitution de la Troisième République dit loi d'amnistie et non pas décret d'amnistie. Bref, c'est ce que je suis là. Toutes ces initiatives avaient un seul but, réconcilier les Ivoiriens et donner une chance à la paix. La question qui m'est d'être posée à ce stade de nos propos est la suivante. Ces initiatives ont-elles réconcilié les Ivoiriens? Deux cas se présentent. Si nous nous mettons du côté de la paix négative, celle qui dit que la paix est l'absence de guerre, alors les Ivoiriens se sont réconciliés. Puisqu'il n'y a plus, on n'entend plus parler les âmes. Puisque aujourd'hui on va au travail, on mange. Le directeur général de la police nous dit même que l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est passé de 3 à 1. Au plan économique, la Côte d'Ivoire connaît depuis quelques années un niveau de croissance envié des grandes nations du monde. On a eu la certification de notre aéroport. On a fait un bon qualitatif au niveau du team business. On a créé même en Côte d'Ivoire. C'est formidable notre pays, il faut vous applaudir. On a même créé dans ce pays, d'ailleurs c'est le seul pays au monde, mais nos maîtres sont là pour nous contredire, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de chef de famille. Tout ça pour nous réconcilier. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais, quand il a dit, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Mais aujourd'hui, chez nous à la maison, monsieur et madame sont sur un pied d'égalité. Et quand ils vont à la mairie, on leur donne à tous les deux le carnet qui prennent à deux. Donc, ils demandent qui est la vie. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, les Ivoiriens sont réconciliés. Donc, les Ivoiriens sont dans la paix. Mais si on se met dans l'autre sens, la paix positive, celle prônée par le pouvoir, celle qui nous dit que non seulement absence de belligérance, mais absence d'instrument de la belligérance. Celle qui nous invite, la paix positive donc qui nous invite au respect de la dignité humaine.
celle qui nous invite à la justice sociale, au respect de l'autre, celle qui ne te donne pas le droit de décapiter ton semblable, celle qui ne te donne pas le droit de faire perdre ton ami 30 000 voix à ton ami au bout d'une élection qui a 40 000 voix. C'est de cette paix-là qu'il s'agit. Si on se laisse sur ce temps-là, nous ne sommes pas encore dans la paix. Nous sommes même très loin de la paix. Parce que, chers amis, aujourd'hui, il y a encore des Ivoiriens en exil. Nos maîtres sont là pour nous contredire. Quand Toubouani a envoyé son avion, il veut aller chercher des exilés à l'époque pour les ramener au pays. Parce qu'il n'a jamais accepté qu'un Ivoirien soit en exil. Aujourd'hui, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont encore au Togo, à Accra, à des Ivoires communs dans lesquels on vivent. Dernièrement, il y a encore un nouveau groupe qui a fait les parties là, dirigé par Bossi Benio et autres, qui sont fait les parties aussi. Est-ce que nous sommes là, dans la paix? Est-ce que nous sommes dans la paix? Est-ce qu'aujourd'hui, seul, je peux m'asseoir sur une route pour dire j'ai fait, donc je suis en grève? C'est mon droit. Et ce droit est reconnu par la Constitution, le droit de grève. On a vu ces pauvres dames trimballer, ça et là, dans les cargos militaires, parce qu'ils réclament les meilleures conditions de travail. C'est ça, la paix positive. Laissez les uns et les autres s'exprimer. Et le rôle de l'État dans une paix positive, c'est de canaliser ses heures. Transformer nos différences en richesse. Prendre en compte les revendications des couches les plus minimes. Comme les Blancs savent bien les choses, ils ont même parlé des genres. Parce que généralement, quand on dit genre, les uns les autres parce que ce sont les femmes. Non, ce sont les minorités. La reconnaissance du droit des minorités. Il faut prendre en compte ces minorités parce que c'est l'ensemble de tout ça qui forme la société minière. Comme le disait mon grand-père, si vous arrivez dans un village qui n'a pas de fou, ne dormez pas dans ce village. Dans tous les villages, il doit y avoir des gens intelligents. Des gens qui ne sont pas intelligents. Des paresseux, des travailleurs. Mais c'est tout ça que le chef du village doit pouvoir gérer. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai parlé longtemps. Et je vais tendre vers la conclusion. En vous demandant tout simplement, mesdames et messieurs, chers invités, chers étudiants, surtout la nouvelle génération, il faut entrevoir la paix comme étant notre quotidien. Cette paix qui est mon droit de me laver, mon droit d'aller à l'école, la prise en compte de mon droit de travailler. C'est vrai, les Ivoiriens seraient peut-être les derniers à se plaindre quand vous avez un taux de chômage qui est égal à 2%, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Permettez-moi de parler, cher maître, avec beaucoup plus de liberté, parce que dans notre milieu, le milieu académique, nous jouissons d'une certaine liberté d'expression. Et cette liberté-là, permettez-moi de la prendre ici, dans le temple de la paix. Cette paix que vous devez rechercher par la tolérance. Parce que de plus en plus, on se rend compte que les Ivoiriens sont intolérants. Il suffit de peu pour qu'à parler de Bourdieu, on assomme son ami. Pour une pièce, une monnaie à la descente des Baka, un jeune a poignardé et il a tué parce qu'il avait 100 francs qui le permettent de ce balanceur. Il faut être tolérant. Nous ne sommes pas encore dans la paix. Mais s'il vous plaît, mettez les États en construction. Notre pays est un
une vingtaine d'années. Nous sommes encore très jeunes. Donc ne désespérons pas. Mais à l'assassinat de la paix, il faut pas dire, a créé et il a demandé à ses héritiers directs, parmi lesquels nous avons la chance d'avoir plusieurs sur cette table-là, que je vous laisse cette fondation afin que les chercheurs, afin que les prix Nobel de la paix viennent parler, discuter et faire, et qui ne s'achèvera jamais. C'est le combat pour la recherche de la paix. Je vous remercie. Merci donc au docteur Yacobina Raphaël qui vient ainsi de faire son exposé liminaire. Je voudrais indiquer qu'entre-temps, à la table des officiels, nous a rejoint le professeur. Sur cette même table se trouve le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le professeur Jean-Louis Lucou, pour conjuration. Et agent au maire de Yamoussoukro. Monsieur Yaoura Konan, premier agent au maire de Yamoussoukro. Qui est notre modérateur cet après-midi. Monsieur le modérateur, vous avez la parole. Je voudrais, mesdames, messieurs, en votre nom, remercier et féliciter notre conférencier. Et je voudrais vous demander que nous l'applaudissions très fort. Félicitations parce que nous avons assisté à un exposé méthodique, brillant. Nous avons eu un peu peur parce qu'au début, il s'est demandé s'ils avaient le droit d'entamer donc ce thème, parce que plusieurs autres personnalités ont fait donc un sujet quotidien de leur réflexion, mais compte tenu des événements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire, les crises successives qui ont entamé cette paix, il nous a donné d'abord la définition de la paix négative qui est l'absence de guerre, qui est une période d'accalmie dans laquelle nous sommes, mais en même temps il a dit que cette paix négative n'était pas une paix et que, tenant compte de la définition donc, de Félix Houphouët-Boigny, la recherche de l'harmonie entre les hommes, la cohésion sociale, qui est la vraie paix, cela est une quête permanente. Une quête permanente, implicitement, il a lancé donc un appel donc, à cette jeunesse qui est dans cette salle pour que chacun soit donc un acteur de cette construction permanente de la paix. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avec la permission du secrétaire général, laisser la parole aux uns aux autres pour des points d'éclaircissement, pour des contributions. Je vous remercie. Bien. Je vais commencer par vous emboîter le pas en félicitant le conférencier. Parce que, sincèrement, sa présentation m'a fortement fait plaisir. Et ça m'a fait plaisir, non pas parce qu'il est enseignant de formation, mais il est d'une génération intermédiaire. Je vois ici que la salle est à plus de 50% remplie par de jeunes gens qui pour la plupart ne connaissent pas le président Fouye. Et sa démarche a été très scientifique, en ce sens qu'il est parti d'un constat. Il a fait une analyse et bien sûr, dans cette analyse, il y avait la recommandation que la paix est un comportement, et c'est une recommandation inspirée du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, dont je fais mon mentor personnel, parce que c'est un monsieur d'une grande valeur.
c'est un monsieur d'une grande valeur. C'est ce monsieur-là qui, en 1946, a initié la formation des Ivoiriens. Parce que c'est ça. Au départ, était la formation. La formation d'Ivoiriens d'horizons divers. Puis il a créé le lycée scientifique. Et ça, personnellement, comme me souffle ma voisine, rien acheté. Tout ça, c'est pour dire de ce qu'il a vécu auprès des différents gouvernements français auxquels il a appartenu. Et nous devons nous inspirer quotidiennement de ce monsieur. Malheureusement, ce qui nous caractérise, c'est le déni des valeurs. Nous avons cette malheureuse tendance à nier à l'autre ses valeurs. Moi je dis, si nous continuons de cette façon, nous allons nous engager dans un perpétuel commencement. Donc franchement, je voudrais féliciter le conférencier et tirer enseignement de cette conférence pour dire que, en réalité, nos crises, il les a situées à partir du boycott actif en 1995. Le président Fou était parti. Ça veut dire beaucoup de choses. Et je voudrais aussi dire que souvent on parle de paix, il a souligné que ce n'est pas l'absence de guerre qui fait la paix, mais c'est nos comportements, nos acceptations individuelles entre nous qui nous emmènent à construire la paix véritable. Nous avons vu, nous qui sommes d'un certain âge, nous avons vu que le président Foué n'avait jamais voulu s'armer. Mais depuis qu'il est parti, après l'intermède, je dirais, la parenthèse de Dieu, c'est les armes. On cherche à s'armer pour se maintenir au pouvoir. Mais que nous débarrassions de cette idée que les armes ne font pas le pouvoir. On n'oblige personne à respecter son voisin. On se fait accepter du voisin. Si nous construisons notre pays sur la base de la violence, sur la base de nous imposer aux autres par la violence, nous sommes à côté de la plaque. Il faudrait que nous tirions enseignement de ce que le président Foué nous a donné, de ce que c'est l'esprit qui commande le corps. Et je voudrais m'arrêter là. Je vous remercie. De contribuer naturellement à vous donner aussi quelques éléments qui vont permettre aussi aux éditeurs de comprendre l'essentiel aussi de la paix. On va voir que nous sommes ici rassemblés à la recherche de la paix et les éditeurs de ce pays ont parcouru 20 pays à la recherche de la paix. Vous dites qu'ils ont 20 fois tourné, ils ont recherché, mais n'ont pas trouvé la paix. Parce que moi je dirais que la paix provient de chacun de nous. Nous avions deux grands cancers en nous, qui sont le corps et l'esprit, qui sont en perpétuel conflit, qui naturellement elles sont assistées par un médiateur que moi j'appelais la conscience. Que si chacun de nous revient en soi-même, au tréfonds de son âme, et qui écoute la parole de la conscience, nous pouvons arriver à créer la paix en soi-même. J'ai apprécié son expression de ce que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, oui, que c'est un état d'harmonie, de coopération, de liberté, de bonheur partagé et de prospérité entre tous les hommes. La paix, c'est l'expression de la valeur, de la paix et du bonheur. La paix aussi, c'est le respect de la vie. C'est faire vivre et c'est laisser vivre également autrui. Mais vous en avez parlé beaucoup, mais je veux dire que Dieu est l'origine de la paix. On ne peut pas parler de paix sans parler de Dieu. Parce que la paix vient de l'amour, dont Dieu lui-même est caractérisé.
Et c'est pourquoi, comme tout un chacun de nous a une religion, il faudrait que naturellement nous écoutons notamment la voix de notre conscience et que nous réalisons que la paix vient de l'amour. Et Dieu étant caractérisé par l'amour, si nous nous référons tous à ce Père qui est commun à tous, nous réaliserons que nous sommes tous frères et sœurs et que nous devons naturellement de faire la paix entre nous. C'est juste une contribution de mon cas. Conférencier, avec votre permission, je voudrais encore saluer la présence remarquable et distinguée de Monsieur le Vice-président, le professeur Alphonse Didier-Badi. Merci, Excellence, pour votre présence. Monsieur le conférencier, je vous ai écouté attentivement. Je suis toujours inquiet quand j'entends ces gens d'exposer, ici en Côte d'Ivoire, qui viennent de hautes personnalités, de hautes personnalités comme vous. Mes frères, mes petits frères étudiants, tout le monde en a besoin d'eux, ils en ont besoin plus que moi. Monsieur le conférencier, nous sommes dans ce pays il n'y a pas longtemps, mais nous avons vu beaucoup de choses. Il y a un groupe de personnes qui, depuis qu'ils sont nés, ils ont toujours raison. Opposants comme au pouvoir. Ils n'ont jamais eu tort. Vous avez parlé de beaucoup d'événements. Le PDCI, nous, on ne peut rien nous apprendre. C'est comme si on nous disait que le lait est blanc. On connaît déjà la couleur. Boycott actif. Victime, PDCI, RDA. Coup d'état militaire, victime, PDCI, RDA. Rébellion armée, victime, Boaké, Sakassou, Béoumi, PDCI, RDA. Accompagné des paroles, je vais rendre ce pays ingouvernable. Victime, PDCI, RDA. Les microbes Félix Abidjan, victime, PDCI, RDA. Monsieur le conférencier, vous avez demandé de ne pas nous taire, car notre silence peut être synonyme de complicité. Monsieur le conférencier, un pasteur a dit la vérité. Il a été logé à la Maca, je vous informe. Un imam a dit la vérité. Il a été logé à la Maca, je vous informe. Est-ce que moi, un petit poussard militant du PDCI, qui cherche à arracher le pouvoir en 2020, est-ce que je peux moi aussi à mon tour prendre le risque de dire la vérité? Que je suis. Et en même temps, en parlant du professeur Alphonse Didier-Badi, répondre à la question, à la question de mon frère Marius, qui a peur d'aller à la Maca parce qu'il veut prendre le pouvoir en 2020. Mais je vous l'avais simplement dit l'histoire du professeur Didier-Badi. Quand en 1999, il y a eu le coup d'état militaire. Il fait partie, tout le monde, tous les militants de PDC étaient sous pression. Mais peut-être qu'il ne le sait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas me reconnaître. Mais je l'ai vu sur le théâtre des opérations à Poitiers. À seulement quelques jours après le coup d'État, en train d'animer des meetings pour réclamer le retour du président de Thomas Bédié. Il n'est pas parti à la Maca. S'il y avait une personne à cette période de l'histoire du PDCI-RDA, qui est votre parti, que vous voulez voir revenir au pouvoir en 2020, si après le coup d'État, il n'y avait personne pour lever la voix devant les armes des militaires, ce n'est pas évident que votre président soit revenu en Côte d'Ivoire. Si après la rébellion de 2002, il n'avait pas eu des Ivoiriens pour se lever contre un certain nombre de pratiques, ce n'était pas évident qu'il y ait eu des élections en 2010. Si aujourd'hui, il n'y a personne pour lever la voix, je crois qu'il faut désespérer de la Côte d'Ivoire. Il faut désespérer de la Côte d'Ivoire.
Pour utiliser un jargon propre à un de mes amis que je ne vais pas citer, il nous disait que mais la prison, ce ne sont pas les animaux qui sont là-bas. C'est vous les banlieues qui appelez ça bissoir. Mais le bi, là, c'est l'homme qui dépose ça. Ça veut dire que pour qu'il ait bissoir, il faut qu'il ait des hommes pour faire le bi. Et donc nous restons dans cette posture de ce ne serait pas moi, ce ne serait pas moi. Mais il faut désespérer de l'humanité. Parce qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, au plan international, mais il y a des hommes qui se sont levés, qui ont parlé pour décrire l'injustice. Et le plus célèbre d'entre eux, Nelson Mandela, qui a perdu plus de la moitié de sa vie en prison. Et quand il est sorti, il est devenu quoi? Président. Prix Nobel de la paix. Vous voyez? Non, je ne vous invite pas à la bagarre. Pas du tout. Ce n'est pas mon objectif. Mais je veux simplement vous dire que quand il s'agit de la paix, personne ne doit rester en reste-cité. Si les individus décident de rester en arrière-plan, quand on parle de la paix, c'est que le monde restera définitivement en vigilance. Quand on parle de la paix, on ne porte pas de gants. Quand on parle de la paix, et nous qui avons fait des études dans ce domaine-là, alors je suis sûr qu'il y a sorti ici, j'ai besoin. Non, pas du tout. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer vos convictions. Que ce soit des convictions politiques. C'est de ça qu'on parle, la paix positive. Vous devriez arriver par avoir un pays où tout le monde s'exprime. Où un individu mécontent seul peut faire une grève. J'ai un autre ami qui a Demokoro, qui a fait à lui seul une marche historique à Demokoro. Lorsque, je n'ai plus exactement la date en tête, mais un mouvement politique avait lancé, alors à cette période-là, une marche nationale éclatée. Et ce jour-là, à 7h du matin, voilà, 2004, et à 7h du matin, toutes les rues étaient cadrées par les militaires. Mais ce monsieur, dont je vais dire le nom, s'est levé tout seul. Il habite au quartier à la rentrée de la ville, là, en face de l'Utexi. Voilà, cité, voilà. Il est sorti seul de sa maison, avec sa banderole sur son dos, escorté par plus de 50 policiers armés. Et il est allé jusqu'à la préfecture, il a lu son mot au préfet, il a allé au préfet, il est retrouvé sur la maison. Actuellement, il est adjoint au maire de Demokoro. Donc quand on parle de paix, quand on sait qu'on est dans la vérité, on n'a pas peur, sinon le Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Le Christ a accepté de mourir parce qu'il est dans la vérité. Il suffisait simplement qu'il soit dans le mensonge pour être encore peut-être vraiment vivant. Mais pour qu'il puisse être éternel, il fallait qu'il meure. Donc si vous voulez rentrer dans l'histoire, si vous voulez que votre parti revienne au pouvoir, n'ayez pas peur d'aller au combat. N'ayez pas peur de parler de la paix, parce que c'est seulement dans la paix que vous pouvez organiser votre élection. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas organiser l'élection dans notre pays. S'il n'y a pas de paix, vos étudiants ne pourront pas aller à l'école. S'il n'y a pas de paix, aucune activité humaine n'est possible. C'est pourquoi je voudrais remercier monsieur Bessie et monsieur Roger pour leur contribution. Oui, c'est un plaidoyer auprès du secrétaire général de la Fondation. Il faut multiplier les occasions de parler du fourboiement. Parce que nos enfants ne connaissent pas le fourboiement. Il faut qu'on multiplie les occasions de parler du fourboiement. Moi j'ai mal quand au cours des cours à l'université, on cite les grands penseurs du monde. Et parmi eux, on parle de Nelson Mandela. Mais qui a œuvré pour que Mandela sorte de prison?
ou Fouboyant. Quand il est sorti de prison, directement, il est venu à Diam Soko pour dire merci à Fouboyant. Et Fouboyant ne parle pas de lui, il avait demandé à ça. Quand on parle des grands philosophes du monde, on est fiers de citer les Descartes, on est fiers de citer je ne sais pas qui encore. Et Fouboyant, lui qui a dit, quand ce monsieur qui a dit, la paix, c'est un comportement. Ce monsieur qui a dit que percevoir la paix comme un mot, c'est dénier à la paix son caractère culturel. Il faut qu'il doit être enseigné. Il faut même aller vers la création d'une discipline universitaire où on enseigne les actions de Fouboyant. Parce que moi j'ai fait une école de paix, c'est un microscope pour la culture de la paix. C'est une école de paix. Nous ne sommes rien. Mais quand on se rencontre avec ces grands officiers de l'armée, j'espère qu'il y en a dans la salle, ils mettent là leur galon, leur médaille, ils disent j'ai fait ceci. Ils sont fiers de le dire. Ce sont des écoles de guerre. Mais il faut qu'un jour il y ait des gens qui disent moi j'ai fait l'école de paix de Diam Soko. Avec eux je suis leur galon. Parce qu'en réalité, sans la paix, celui qui a fait l'école de guerre ne peut pas aller à l'école. Pour qu'on puisse donner les cours de guerre dans les écoles de guerre, il faut qu'il y ait la paix là où se trouve l'école. Nous allons dire que c'est pendant la paix. Voilà, merci. Voilà. Le tour sera terminé par le professeur Alphonse Guillemadi. Donc je voudrais, avec votre permission, laisser la parole à Mme Sita. Le grand visionnaire, le père de la nation. Déjà, ça veut dire que c'est lui qui a fait l'unanimité autour de sa gestion, parce que c'était un homme charismatique. Quand vous le rencontriez une seule fois, l'enseignement que vous prenez avec lui, c'est toute votre vie. Nous avons, en 90, demandé au président Houphouët de nous permettre d'aller expliquer le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il nous a parlé 4 heures pour vous dire qu'il avait dépassé ce niveau. En 1946, déjà dans la Constitution, pour ne pas dire en 1959, il avait déjà mis une partie où on revenait au multipartisme. Donc ça veut dire qu'il avait tenu compte des ambitions de la Côte d'Ivoire après l'indépendance. Et il nous a dit, si vous pouvez même être ensemble, vous aimez, vous liguez contre moi, je vous le demande, jeunesse de Côte d'Ivoire. Il nous a dit, quand vous allez comprendre que les gens sont contre vous, vous, Ivoiriens, vous allez vous entendre. Donc, toute cette genèse pour vous dire que vous-même, la solution de vos problèmes se trouve dans vous-même. La jeunesse de Côte d'Ivoire, soyez fiers d'être dans cette salle. Soyez fiers de parler de Fouboyant. C'est une référence. Et nous lutterons avec vous pour que cette réconciliation soit une réalité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment finir cette Côte d'Ivoire sans problème? Aucun d'entre nous ne sait faire la guerre. Aucun Ivoirien. Quand on parle de la guerre, tout le monde prend son baluchon et on passe. On a parlé de notre grand secrétaire général Gallon, M. Didier Madi. J'étais avec lui à
Korobo. Au temps où Faufier faisait voir de toutes les couleurs aux Ivoiriens du Nord. Il a parlé, c'était très rude, mais il est là. Quand la terre est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vais lui laisser la parole. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné cette opportunité. Et dire que j'ai retenu sur l'essentiel. À mon avis, nous avions fait, ou nous faisons, une mauvaise application de la démocratie occidentale. Quand il a relevé, quand nous parlons du multipartisme, c'est le multipartisme qui a créé des problèmes de situation à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, en 1980, le président Houphouët-Boigny a appliqué ce que je pourrais appeler le multipartisme à l'ivoirien. C'est-à-dire au sein du PDCIR, il y avait des candidats, plusieurs candidats. Et je présentais sur la base de leur opinion, sur la base de leur programme. L'objectif, c'était de développer le multipartisme. Vous n'avez pas compris. Je crois, à mon avis, c'est l'une des premières erreurs qui nous a créé le problème. Je vais ajouter à ce que le conférencier a dit, Houphouët a tout dit et tout écrit. Vous prenez la première situation, il dit Dieu est amour. Effectivement, Dieu est amour. Et avec l'amour, la réconciliation est facile. Parce que l'amour tolère, l'amour pardonne. L'amour même permet de faire le don de soi. C'est ce que nous appelons un peu les pactes sacrés qu'on utilise au niveau africain. Ce qu'on appelle tout faire. C'est-à-dire qu'on pardonne tout avec l'amour. Il a aussi dit, il a répété, quand on parle, il dit la paix, ce n'est pas la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand on parle de comportement, dans le comportement, il y a la parole, ce que nous disons. Il y a les actes, ce que nous faisons. Et il y a aussi les relations que nous avons avec l'autre. C'est ça qui fait le comportement. Si tous les jours nous appliquons à ça, nous pouvons développer la paix. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure, en réalité, pour avoir la paix, il faut souvent se poser une seule petite question. Parlez-moi un côté ailleurs. Quel est l'objectif poursuivi? Ça permet de prendre des décisions saines. Et le point essentiel aussi, il faut qu'on apprenne à développer des sociétés pacifiques. Il a abordé, si nos institutions, nos organisations sont responsabilisées et efficaces, évidemment, tout se passe bien. En ce moment-là, ils prennent des saines décisions. Et puis ensuite, il faut le partage. Parce qu'en réalité, ce qui a fait la force du président Houphouët-Boigny, c'est un peu le partage. Toutes les régions étaient servies. Donc, je voudrais arrêter là, dire que Houphouët nous a dit dialogue, comportement, société pacifique, africain. Nous pouvons aller à la tête. Après Chine. À vos risques et périls, mais le seul risque c'est d'être fatigué le soir quand vous rentrez chez vous. N'ayez le dévouement nécessaire pour multiplier ce genre de rencontres. Parce que comme mon frère l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes plus très nombreux ici dans cette salle à avoir vécu avec Houphouët-Boigny. Il faut que le témoignage passe de bouche à oreille pour que l'enseignement du Houphouët-Boigny
une lampe toujours allumée entre nos mains pour que nous puissions remettre cet enseignement à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. Merci, monsieur le conférencier, pour avoir prêché. Merci pour avoir fait comprendre à nos jeunes que la paix ne découlera que de l'acceptation de l'autre, de la tolérance que nous aurons les uns vis-à-vis des autres, de l'ouverture que nous offrons à l'autre et de l'humilité qui nous habitera pour dire que pris individuellement nous ne sommes rien, mais ensemble nous pouvons effectivement déplacer des montagnes. Ensemble, donnons-nous la main. Et ce pays tiendra alors les engagements pris du temps du feu Boigny d'être éclaireur de l'Afrique et du monde. Car quand vous faites ça, tout le monde accourait ici en Côte d'Ivoire pour prendre conseil, pour savoir l'attitude à tenir. On vous a parlé, oui, demandez-la. Sa première sortie de prison. Je sais à qui il doit cette liberté. C'est ici, à Yamoussoukro. Il est venu. Pouvons-nous faire de la Côte d'Ivoire un lieu de pèlerinage de tous ceux qui sont à la recherche de la paix? Ça suppose que nous-mêmes nous soyons en paix. Le chemin est encore semé d'embûches. Nous devons avoir le courage de dépasser nos intérêts égoïstes, nos intérêts partisans, parce que nos partis sont faits pour servir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, première servie. Voyons dans les autres, nous avons nos convictions. Nous sommes PDCI, RDA. Les autres sont ce qu'ils sont. Mais ce qui est sûr, on est tous ivoiriens. Le conférencier faisait allusion tout à l'heure à un doyen qui disait qu'il ne faut pas dormir dans un village s'il n'y a pas de fou dans ce village-là. Parce qu'il y a des intelligents, mais il faut au moins qu'il y ait un fou. Ben, si cela doit être au niveau d'un village, qu'est-ce qu'il doit en être au niveau d'une multitude de villages? On a quelques fous. Il faut savoir les gérer. Il faut savoir les comprendre. Il faut savoir aller vers eux sans se renier, en restant soi-même et en comprenant la raison de l'autre. Je ne vais pas refaire la conférence parce que je n'en ai pas les moyens, mais je voudrais simplement dire que Fiston, tu es mis en mission. Ça ne devrait pas s'arrêter dans cette salle idyllique. Il faudra prendre ton bâton de pèlerin pour que, même devant les cases, tu puisses faire comprendre à nos parents la nécessité d'œuvrer à l'avènement de la paix et qu'ils comprennent que paix ne veut pas dire identité de point de vue. Paix veut dire harmonisation de nos positions, respect les uns pour les autres et la volonté de trouver, si nous sommes des hommes, au moins une zone commune où nos intérêts convergent
pour qu'ensemble on bâtisse la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire se donne à l'Afrique. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris. Merci pour l'attention qui a été prêtée aux conférenciers. Et je demande aux hommes de Dieu de continuer à prier pour nous. Parce qu'au feu Boigny avait placé cette prière à l'endroit où il fallait pour qu'ensemble, en nous réclamant de Dieu, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bosoniste, dans tous nos dialectes, le nom de Dieu existe, c'est qu'il existe. La manière d'aller vers lui peut différer, mais il existe. Et il est notre Père à nous tous. Priez pour nous, priez pour que nous ayons un peu de courage, pour que nous jouions nos rôles. Ce n'est pas toujours facile. Et que Dieu lui-même guide nos pas pour qu'advienne la paix ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Je vous remercie. Une Côte d'Ivoire de réconciliation pour aujourd'hui, pour nous, pour demain, pour vous et pour toujours pour nos enfants. Je vous remercie. C'est trophée appelé basketteur très rapidement. Je vais inviter donc des trophées. Alors, Ibrahim, le premier prix c'est lequel? Le premier prix c'est le prix du deuxième, qui est... Ok. Alors l'équipe qui est classée finaliste, donc c'est laquelle? C'est quelle équipe? Vous le dire. Yakro Basket. Yakro Basket, où ils sont? Le capitaine. Et le trophée sera remis par Madame Koulibaly. Madame Koulibaly, elle va féliciter l'équipe. Voilà, participer. Où est-ce qu'il est le capitaine? Le capitaine, il faut venir là. Ok, d'accord. Non, c'est venez. On applaudit. Voilà, il y a la remise. On fait pour les images. Voilà. Les images. De Yamoussoufro, je rappelle le capitaine, il est là. Et nous allons demander au professeur Alphonse Génie Madi de remettre le trophée de l'équipe Majestic.